Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des trois points du triangle. Avec cette émission, nous allons revenir partiellement sur l'élevage, car, qu'on le veuille ou non, la gestion de l'élevage rejoint forcément celui de l'agriculture. D'abord parce que 45% des terres agricoles servent à la culture de la nourriture pour les animaux, et parce que nombre d'éleveurs sont aussi producteurs de l'alimentation pour leur bétail. Donc ils sont deux fois confrontés au problème, à savoir l'influence de leur méthode d'élevage et de celle de leur production agricole. Une chose est sûre, les solutions existent, et c'est ce que nous allons découvrir avec cette émission. Alors certes, à l'échelle des États-Unis, l'on parle de 300 à 400 hectares par parcelle. Pour les pays européens, c'est bien souvent 10 fois moins. Donc certains éleveurs et fermiers américains ont décidé de revoir à la fois leur méthode d'élevage et de culture, et pour cela, ils ont totalement modifié leur manière de faire. Car pour sauver votre planète, vous devez sans attendre prendre les bonnes décisions, et la première se trouve sous vos pieds et est vieille comme le monde. On l'appelle le sol ou terre. Grâce à son étendue et à sa capacité à absorber de grandes quantités de gaz à effet de serre, il pourrait être la seule chose à pouvoir réguler le climat, reconstituer vos réserves d'eau douce et nourrir votre monde. Protéger le sol peut régler bien des problèmes. Un sol sain donne des plantes saines, ainsi que des animaux, des êtres humains, de l'eau et un climat sain. C'est de cela qu'il s'agit. Comprendre le fonctionnement du sol et imiter la nature. Car plus vous l'imitez et plus vous réduisez votre impact. Où que vous vous trouviez dans le monde, le problème est l'érosion massive. Quand la terre s'érode, elle vire à la poussière. La cause en est connue depuis longtemps. L'usage de la charrue est responsable de cette érosion. L'exemple le plus important se produisit dans les années 30 aux États-Unis. Ce fut la première catastrophe écologique de grande importance causée par l'être humain. Elle fut causée par le labourage intensif des plaines du Midwest, laissant la terre nue. Ce furent environ 81 millions d'hectares de terres cultivables anéantis. Lors d'une campagne en train, le président Franklin D. Roosevelt vit par lui-même la destruction du sol américain. C'est ainsi qu'il créa le Soil Conservation Service, qui intégrera plus tard le ministère de l'Agriculture des États-Unis sous le nom de Natural Resource Conservation Service, connu sous l'abréviation NCRS. Ce dernier apprend aux agriculteurs à réduire le travail des sols. Des microbes vivent dans la couche poreuse, permettant de réduire l'épandage de produits industriels qui nuisent au sol. Tous les agriculteurs ne sont pas au fait du fonctionnement des sols, ni des principes de base écologiques. Tout est fait de carbone. Nous, mais aussi les microbes du sol. En fait, le carbone est le moteur de tout, il fait tourner le système. Quand vous parlez du rôle du carbone dans votre monde, cela prête à confusion. Le dioxyde de carbone est un gaz, on l'expire, et les végétaux l'inspirent. On en produit aussi en brûlant des combustibles fossiles, mais le carbone n'est pas nuisible. En fait, c'est la base de toute vie sur Terre. Vous avez tendance à être en guerre contre le carbone, il serait mauvais, c'est un comble. Le carbone est bénéfique. Vous êtes du carbone à 16%, puisque vous consommez des plantes et des animaux qui s'en sont nourris. Les plantes puisent l'énergie solaire, extraient le dioxyde de carbone de l'atmosphère, le transformant en carbone, et ainsi peuvent pousser, en sachant que 40% de ce carbone est envoyé dans leurs racines. Elles les transmettent aux micro-organismes qui leur apportent en échange des éléments minéraux. Au cours de ce processus, ces micro-organismes transforment le carbone en colle et créent un habitat. Ils forment des poches qui régulent le passage de l'air et de l'eau. C'est une des façons dont le carbone se fixe dans le sol. En d'autres termes, le sol a la capacité de piéger le dioxyde de carbone hors de l'atmosphère. Ce n'est pas rien. Et encore plus impressionnant, le sol contient tout un univers de vie, le sol est vivant. Dans une poignée de terre saine, il y a plus d'organismes que d'humains n'ayant jamais vécu sur Terre. Ces organismes transforment la matière organique du sol et les nutriments pour que les plantes puissent s'en nourrir. En comparant la diversité microbienne du sol à la diversité microbienne que l'on observe dans le corps humain, celui-ci a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Le corps humain est microbien à 99%,
et c'est la vérité. Lorsque vous mangez, vous mâchez et réduisez la nourriture en petits morceaux, laquelle sera mangée par vos bactéries intestinales. Par exemple, lorsque vous mangez un aliment, ce n'est pas votre corps qui le mange, mais les bactéries. En fait, vous vous nourrissez de ce qui a été produit par les bactéries. Pour être en bonne santé, il faut manger les plantes qui se nourrissent de la terre. Votre santé et celle de votre planète sont liées. Prendre soin des microbes du sol est crucial pour la santé humaine. Épandre des produits toxiques sur le sol a d'autres effets. Les sols cultivés selon les méthodes de l'agriculture chimique conventionnelle sont presque entièrement dépourvus de micro-organismes. L'épandage de produits toxiques tue les microbes nécessaires à votre santé et à la séquestration du carbone. Plus le sol est labouré, plus il s'affaiblit et plus les agriculteurs ont recours aux produits chimiques. C'est le cercle vicieux de l'agriculture industrielle. Ce cycle s'est développé après la guerre, car vous devez ce type d'agriculture à un scientifique allemand, Fritz Haller. Il inventa un procédé de création d'engrais synthétiques à base d'azote, augmentant la production alimentaire. Son autre innovation scientifique fut la création de poisons. Ces derniers furent les premières armes chimiques de l'histoire. Après-guerre, des entreprises américaines rapportèrent ces poisons aux États-Unis et rebaptisèrent ces produits toxiques pesticides pour les champs du pays. Tout d'un coup, de l'engrais chimique à l'azote était disponible et les agriculteurs pouvaient l'épandre. Même sans avoir pris soin de leurs terres, ils pouvaient avoir de bonnes récoltes. Ensemble, ces innovations créèrent le système de production le plus puissant de tous les temps. Fut alors créée une infrastructure autour d'industries distinctes, puis l'élevage et l'agriculture furent séparés. Cela a marqué le début d'un changement philosophique dans l'approche de l'agriculture. Au lieu de comprendre et de respecter les processus naturels, les produits chimiques ont été utilisés en quantité de plus en plus importante. Il faut plus d'azote pour cultiver un boisseau de céréales aujourd'hui qu'en 1960. Les engrais chimiques dissimulant la dégradation des sols. L'agriculture moderne n'a pas été conçue pour améliorer le sol. Les cultures sont génétiquement modifiées pour résister à l'épandage des pesticides. Pour exemple, le maïs aux États-Unis est presque entièrement aspergé de glyphosate. Il existe plus de 200 études scientifiques montrant une corrélation entre l'épandage de ces produits et les troubles de l'attention, les cancers pédiatriques et les anomalies congénitales. Les tribunaux américains ont commencé à accorder des milliards de dollars à des victimes de cancer suite à l'emploi du glyphosate. On sait que ce dernier, appelé Roundup, a des effets sur la flore intestinale, pouvant engendrer des troubles menant à des maladies, dont le cancer. Si ces produits vous rendent malade, c'est parce qu'en plus de tuer les microbes dans le sol, ils tuent les microbes dans votre corps. Si ce dernier peut gérer une pression aiguë, il ne pourra pas gérer une pression chronique. Pareil pour l'écosystème du sol, l'épandage continu de fongicides, herbicides, insecticides et labourage intensif sont une pression chronique. Il faut savoir que vous avez perdu depuis les années 1970 un tiers de la couche de terre arable. Mais l'agriculture industrielle ne fait pas que nuire à ces sols, elle a des conséquences bien plus importantes. Un cataclysme sans précédent, dû à un ensemble de facteurs, approche. Les énergies fossiles, le charbon, le gaz et autres ne sont pas les seules raisons du changement climatique. Puisque l'eau et le charbon sont liés à la matière organique du sol. Quand on abîme le sol, il émet du carbone qui retourne dans l'atmosphère. Un sol sain absorbe l'eau et le dioxyde de carbone. Mais lorsque l'on détruit le sol, il les rejette. Cela assèche le sol qui se transforme en poussière. Ce processus s'appelle la désertification. Et la réponse pourrait affecter bien plus que le climat. La désertification est un mot savant pour décrire un sol qui devient désert. Les sols, les plantes et le climat sont étroitement liés. Sans plantes vivantes, l'évaporation est trop importante. Cela crée d'énormes tourbillons d'air chaud qui, au lieu d'attirer la pluie, repoussent les nuages. Des expériences en Afrique et en Chine ont prouvé que si l'on imite la nature et que l'on respecte les sols, l'on repousse la désertification et l'on rend cultivables d'immenses territoires. Aujourd'hui, il existe des machines qui permettent de semer sans labourer, et cela protège les sols. C'est ce que l'on appelle la régénération. Alors comment faire ? Première modification concernant l'élevage, diviser les espaces en parcelles.
Les animaux passent une semaine sur une parcelle, puis passent à la suivante. Sur la parcelle libérée, on amène un poulailler mobile et l'on va laisser les poules en liberté sur la parcelle, et c'est elles qui vont la nettoyer et permettre la régénération de l'écosystème qui, lui, va permettre de reprendre sa fonction première, l'absorption du CO2 de l'atmosphère, permettant à l'écosystème de se régénérer. Comme vous pouvez le constater, il existe une solution adéquate à ce problème. C'est ce dont il a été fait état lors de la COP 21 à Paris. Le projet 4 pour 1000 présenté par le ministre de l'Agriculture français de l'époque à cette dernière a été co-signé par de nombreux pays, hormis l'Inde, la Chine et les États-Unis. Il reste à espérer que vos gouvernants prennent pleinement conscience que votre avenir dépend de tout ce dont nous vous avons parlé depuis ces 3 dernières émissions. Votre rôle à vous est de le leur rappeler lorsque vous aurez à vous exprimer démocratiquement. Vous pourrez aussi rappeler aux mouvements écologiques et associations leurs responsabilités dans leurs actions à venir et à repousser toute tentative qui voudrait cacher la vérité au peuple. Mais nous allons aborder un sujet un peu différent et vous parler maintenant d'un projet fort intéressant conduit par le constructeur automobile Porsche. Le but, inventer un carburant aussi écologique que la voiture électrique. Dans nos précédentes émissions, nous vous avions fait part du côté pas aussi écologique que cela des voitures électriques. Eh bien, il semblerait que la firme Porsche se soit penchée aussi sur ce problème. Mais comment compte-t-il donc s'y prendre? Eh bien, grâce à ce qu'ils appellent l'e-fuel. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Selon Frank Walliser, patron de la division motorsport et GT de la marque, c'est de changer l'eau en essence. Non, vous ne rêvez pas. Ce carburant synthétique serait aussi écologique que la voiture électrique. La réduction de CO2 atteindrait 85% et en tenant compte du cycle global de fabrication et d'utilisation, les niveaux d'émissions seraient équivalents à ceux d'une voiture électrique. N'oubliez pas qu'une voiture électrique génère en moyenne 50% de CO2 de plus qu'une voiture thermique lors de sa conception. Mais gros avantage de ce nouveau carburant, c'est qu'il pourra être utilisé dans tous les moteurs à combustion actuels sans qu'il ne nécessite de modification. Alors comment fait-on? Eh bien on va utiliser du vent. Pour mettre au point ce carburant, le constructeur a conclu un partenariat avec le pétrolier ExxonMobil. Ensemble, ils travaillent sur ce carburant qui sera fabriqué à partir d'eau. Pour simplifier le plus possible et éviter de rentrer dans des détails techniques trop scientifiques, on va isoler l'hydrogène de l'oxygène par électrolyse, avant d'être combiné au CO2 présent dans l'air pour créer du méthanol synthétique. A noter que l'électrolyse, processus énergivore, se fera à partir d'énergie éolienne dans une usine chilienne. Selon le plan d'action de la marque, la production devrait débuter en 2022 avec un objectif de 550 millions de litres en 2026. Il faut croire que prochainement, votre essence sera plus propre grâce au vent. C'est avec des initiatives de ce genre que l'avenir de votre planète pourrait résoudre une partie des problèmes de pollution, même si le plus important que nous avons vu dans nos précédentes émissions reste à résoudre. À bientôt sur notre chaîne. L'avenir n'est pas aussi sombre que certains veulent vous le faire croire, pour autant vous devez rester vigilant et faire en sorte de ne plus laisser le choix à vos dirigeants en matière d'évolution écologique.